Mathieu, bonsoir, on recommence. Bonsoir, Et bonsoir à tous. Désolée, c'est notre premier live, on Oui. s'entraîne et on va recommencer pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, alors, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et comment t'en es arrivé surtout à devenir coach spécialiste pour les HPI et où tu en es aujourd'hui? Alors, comment j'en suis arrivé à devenir coach? Donc, à la base, j'ai démarré par des études d'ingénieur. Et pourquoi par des études d'ingénieur? Parce que j'étais à un moment de ma vie où j'étais passionné par tout, hein, comme une partie d'entre vous. J'ai été passionné par psychanalyse et la psychologie parce que mon père l'est et il m'a énormément inspiré là-dessus. Aussi bien que par l'informatique, par la finance, et je me disais, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et je me suis dit, autant prendre une option qui laisse tous les possibles ouverts. Et aujourd'hui, je me sens encore assez aligné avec ce choix. Par la suite, j'ai continué dans la finance, et c'est là que, et ça va peut-être parler à une partie d'entre vous, c'est pour ça que je me permets de témoigner un petit peu sur ma propre histoire, je me sentais, mes missions se passaient bien, j'ai eu la chance de ne pas avoir de burn-out, j'avais quelques amis, mais je me sentais imperceptiblement décalé, parfois un peu rejeté. Et je sentais qu'il y avait des choses en moi que je n'exprimais pas, que je n'utilisais pas, des talents cachés, quelque chose qui était là, je le sentais au niveau phénoménologique, quelque chose que j'avais dans mon univers intérieur et qui ne s'exprimait pas dans les journées au quotidien. Et je me suis dit, peut-être que je me fais des idées, mais je suis allé quand même contacter une thérapeute qui, là, m'a mis sur le chemin du haut potentiel. Et pour moi, ça a été une révélation. C'est tout un univers qui s'est ouvert. Je me suis dit, c'est juste ça, c'est simplement ça. Toutes ces choses un peu bizarres, un peu honteuses que j'arrivais pas à expliquer, c'est simplement ça. Et c'est pour ça que j'insisterai toujours sur le fait que explorer le haut potentiel, c'est pas se mettre une étiquette, c'est au contraire enlever l'étiquette qu'on a dans le dos et pouvoir ouvrir tous les possibles et justement s'en émanciper. Pour moi, la première intention quand j'accompagne un client concerné par le haut potentiel, c'est que très vite, il n'est même plus besoin d'en parler parce qu'il est allé au-delà finalement. D'accord. On peut même dire que chacun a un potentiel à explorer, à Ah, déployer. bien sûr. Et Mm. c'est bien là tout le sujet. Si je fais un parallèle avec moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est pendant ma formation pour devenir coach, où effectivement j'ai eu ce retour sur le fait que j'étais hyper créative, que j'étais au potentiel. J'ai dit mais non, non, je suis normale. J'ai eu tout un temps d'assimilation pour accepter qu'effectivement, je pouvais être un peu atypique sur certaines zones. Et Mathieu, d'ailleurs, m'a accompagnée sur explorer ma forme de potentiel. Et je t'en remercie. Et donc, du coup, aujourd'hui, on déploie nos potentiels respectifs aussi dans l'accompagnement de coach et aussi dans cette formation qu'on vient de créer ensemble. Coach, déployez votre potentiel pour mieux accompagner les HPI et mieux utiliser votre potentiel. Alors, du coup, peut-être, Mathieu, une première question. Pour toi, c'est quoi les enjeux des coachs HPI qui démarrent leur activité? Et si je suis HPI ou en tout cas si je suis atypique dans la façon dont j'accompagne, c'est quoi mes enjeux? Alors, les enjeux, si je devais vraiment résumer, c'est poser le cadre dans la relation avec le client, écouter ses intuitions dans la relation de coaching, mais également dans le développement de son activité, oser se vendre, se mettre en valeur, se déployer, oser avoir un coaching atypique. C'est des Hmm. sujets qui reviennent souvent. Je ne sais pas, Nathalie, s'il Oui, y en a d'autres qui te viennent à l'esprit. c'est vrai que cette notion de oser ne pas respecter les cadres exacts de ce qu'on a appris à l'école pour utiliser ses intuitions, ses fulgurances, ça nécessite d'avoir confiance en soi et c'est effectivement quelque chose à développer. Peut-être on pourrait parler du syndrome du grand coquelicot ensemble. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? bien sûr. Est-ce que tu veux que je démarre? Est-ce que tu as envie de dire quelques mots en Je premier? te laisse démarrer. D'accord. Alors, le grand coquelicot, c'est quoi? C'est cette idée que dans un champ de coquelicots, si on a un qui dépasse, hein, qui est un peu plus grand que les autres, il se fait remarquer déjà. Alors, ça peut susciter des jalousies, mais pourquoi? Pour qui il se prend? Et c'est peut-être des choses que vous avez vécues aussi, hein, quand on commence à sortir du cadre ou à sortir de la norme. On peut un peu se sentir, avoir peur d'être rejeté. Donc, je limite un peu mon potentiel ou ce que je fais pour ne pas trop déranger ou ne pas sortir du lot. Et puis derrière le grand coquelicot, celui qui dépasse, il y a aussi, on coupe les têtes qui dépassent. Donc, il y a aussi tout ce syndrome du rejet, être, euh, être brimé ou être arrêté dans sa pousse. Donc, il y a plein de potentiel.
qui n'osent pas trop explorer ou fleurir à leur niveau parce que la norme sociale ou être accepté est important. Et où aussi, on peut se dire au nom de quoi j'oserais fleurir plus grand. Et on peut aussi s'auto-limiter tout simplement, en fait, ne pas oser fleurir plus, ne pas oser déployer plus des potentiels que l'on a, ou se dire qu'on n'en a pas plus que les autres, donc restons petits. Mais c'est l'inverse qu'on a envie de vous dire. Osez fleurir, osez utiliser vos intuitions, votre créativité, vos potentiels. Et c'est un peu ça le message derrière cette formation qu'on vous propose. Osez explorer d'autres façons d'accompagner euh, vos clients. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Peut-être qu'on pourrait revenir rapidement sur la notion de faux self. Mhm. C'est la personnalité de façade, très rapidement, un terme créé par Winnicott. La personnalité de façade en tant qu'au potentiel qu'on a pu se créer à un niveau très inconscient pour être aimé, pour être accepté des autres, ce qui va amener la personne, pas tous bien sûr, mais une partie, à refouler tout au fond d'eux-mêmes leurs talents, qui y sont, et en même temps ce qu'ils pourraient apporter à la société. Et il va y avoir souvent une attitude de sauveur et de sentiment d'illégitimité, d'avoir l'impression d'avoir des bizarreries un petit peu honteuses qu'on dit plus ou moins à personne. Beaucoup se croient fous ou folles, en fait, alors que c'est tout simplement le haut potentiel. Et Mhm. c'est pour ça que c'est souvent une révélation lorsqu'il y a la détection HPI qui est posée. Et d'ailleurs, si tu peux poursuivre, pourquoi c'est vraiment important de mieux se connaître quand on est HPI? Alors, la métaphore qui me vient, c'est que c'est comme si on éclairait la pièce sombre de l'inconscient. Mhm. Plutôt un peu comme au théâtre où on croit faire des choix libres, mais en fait, on est tiré par les ficelles de l'inconscient qui sont dans l'ombre. On va pouvoir éclairer ces ficelles et se dire, en fait, je décide de ne plus dépendre de ça, de ne plus dépendre de quelque chose, d'un héritage familial, de croyances qui se transmettent de génération en génération, mais d'être le plus libre possible, on l'est jamais totalement, mais d'être vraiment le plus libre possible. Et comment on fait cet éclairage? C'est le bilan psychologique qui permet de se dire, c'était juste ça, c'est pas de la bizarrerie, c'est pas que quelque chose d'autre ne va pas, c'est simplement le haut potentiel avec ma singularité à moi qui s'exprime. Et du coup, il n'y a pas de sentiment d'illégitimité à ressentir, c'est au contraire des talents qui vont apporter énormément en tant que coach, notamment dans la relation avec le client. D'accord. Je précise que vous pouvez mettre des commentaires ou des questions dans la page de commentaires. Ça nous permettra de répondre en live aussi aux questions que vous avez envie de prolonger. Je peux les voir maintenant. Je viens de voir comment ça se passait. C'est notre premier live. On improvise aussi. On explore d'autres potentiels de diffusion. C'est le début. Et on a envie de vous parler et de répondre à vos questions. Donc, je vois que Sophie a mis un bonsoir. Ben, bonsoir Sophie et bonsoir Marie-Ève aussi. Vous pouvez commencer à commenter, je vois vos commentaires. Alors, par rapport à ça, je dirais que tout coach a besoin d'explorer qui il est, en fait, savoir où sont ses forces, mais aussi ses zones d'ombre, de manière à mieux se connaître pour mieux accompagner. Et donc, du coup, l'accompagnement en coaching, c'est aussi s'explorer soi-même pour Ouais. progresser, emprunter des chemins sur lesquels on va pouvoir accompagner soi aussi, de confiance en soi, des chemins de créativité. Moi, j'ai beaucoup exploré ça. Comment j'ose démarrer la sculpture, comment j'ose peindre. Et ça, c'est important parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'oser créer des chemins nouveaux si vous-même, vous suivez des chemins tout balisés que vous avez vus en formation de coaching. Donc finalement, le coaching, c'est aussi apprendre à oser faire différemment, à oser porter un autre regard finalement sur une situation de manière à aller plus loin ou de manière à explorer des potentiels encore dans l'ombre, comme tu le disais tout à l'heure, à les mettre de la lumière là où on ne savait pas qu'il y avait quelque chose. Et Euh, j'ajouterais peut-être qu'on ne finit pas à éclairer finalement ces zones d'ombre et que même des coachs parfois très expérimentés, qui ont des missions qui se passent très bien, qui se sentent bien dans la relation avec le client, sont complètement à côté de la toute-puissance de haut potentiel qui n'ont pas du tout éclairé. Parce que parce qu'il y a encore une partie de faux self, malgré tout un développement personnel, approche narrative, gestalt, tout ce qu'on veut, il y a quand même une part de faux self qui est très très inconsciente, qui va bloquer la fulgurance intuitive, par exemple, qui revient souvent chez les coachs au potentiel. Cette intuition fulgurante, cette clairvoyance qui fait que phénoménologiquement, la personne va voir vraiment ce qui se passe dans la relation avec le client, mais beaucoup
ne se l'autorise pas et se réfugie derrière des outils pour se dire je suis un bon coach ou une coach excellente et parce que j'utilise tel ou tel outil, et l'outil fait un peu office d'objet transitionnel dans la relation pour se sécuriser un peu d'une relation qui serait trop frontale. Et l'étape d'après, c'est oser la relation frontale avec l'autre dans la relation avec le client, oser voir ce qui est là, ce qui est évident. Et pour donner un exemple, c'est oser dire à un client, par exemple, vous êtes peut-être concerné par le haut potentiel, ça ne fait pas office de diagnostic parce que je ne suis pas thérapeute, mais vous devriez investiguer cette voie-là, plutôt que de se retenir en disant, mais de quel droit je peux dire ça à un client. Il y a souvent en supervision, je ne sais pas Nathalie si tu as vécu ça aussi, mais ces sujets qui reviennent, Oui. d'inhibition, de choses qui pourraient apporter pourtant énormément aux clients. Si on revient sur la métaphore du coquelicot, c'est non, non, je suis comme les autres. Moi-même, je l'ai dit, hein, non, non, je suis normale, je fais deux, trois trucs créatifs, mais non, 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 je ne veux pas. Je veux pas. Et d'ailleurs, derrière le mot haut potentiel, c'est être plus haut que les autres. Et donc, c'est dérangeant. Surdoué, ce mot est dérangeant. Et donc, pour beaucoup, il y a comme une sorte de timidité ou de pudeur à se dire je ne dois pas l'afficher, je ne dois pas afficher mes différences. Et d'ailleurs, pour afficher cette couleur différente ou cette patte différente, il faut gagner en confiance en soi, explorer qui on est, explorer ce qu'on a envie de faire ou apporter au monde. Et ça, c'est vraiment un travail sur soi, que ce soit en psychologie, en coaching, en connaissance de soi, en méditation, sous tout un tas de formes. Mais c'est hyper important parce que c'est en tant qu'accompagnant, on est notre principal outil de travail. Donc, si on ne se connaît pas, comment on peut accompagner l'autre à mieux se connaître? Donc, c'est aussi commencer par soi-même son exploration. Et donc, toi, je dirais, Mathieu, comment tu fais pour écouter ton intuition? Alors, pour écouter mon intuition, la réponse, elle se trouve en une phrase, mais ça demande un développement personnel qui ne se termine jamais, qui est d'une Mhm. profondeur infinie. C'est simplement accueillir l'évidence qui est là, accueillir la vérité. Vous savez qu'elle est là, cette vérité. C'est simplement, est-ce que vous allez vous autoriser à l'écouter, ou est-ce qu'il y a le mental qui va arriver pour tordre cette vérité et transformer cette vérité en quelque chose qui est acceptable par la morale du moment en France en 2021, parce que vos parents penseraient comme étant bien, etc. C'est toute la question, c'est simplement accueillir ce qui est là. Alors, quelques petites nuances. Euh, L'intuition, ce n'est pas nécessairement les émotions, c'est quelque chose qui vient du corps, c'est ce que le ventre ressent. Ça vient d'une écoute de soi, comme un flash en fait qui vient naturellement. C'est aussi souvent, je pose l'hypothèse que très souvent, même quand on a l'intuition de quelque chose de négatif, on se sent bien avec cette intuition parce qu'on est dans sa clairvoyance, on est dans sa puissance. Et donc, quand c'est une vraie intuition, souvent on se sent bien. À l'inverse, quand on a l'impression d'avoir une intuition, mais qu'on se met en posture de victime, par exemple, que c'est une émotion de peur, une émotion négative, là, c'est peut-être le petit jeu que vous n'avez que trop vécu qui se répète. C'est le syndrome de répétition. Vous rejouez un souvenir dont vous n'osez vous souvenir. Et c'est peut-être pas tout à fait l'intuition. Donc l'intuition, c'est pas quelque chose de mental, c'est pas un raisonnement. C'est simplement accueillir ce qui est là. Et pour chacun, et souvent ça correspond à une émotion bien particulière, à une sensation bien particulière, et pour chacun, ça va être différent. C'est pour ça que pour développer cette intuition, il y a la question de l'écouter et puis de la développer, c'est écrire un journal d'intuition, écrire Hmm. ces différents types d'intuitions pour tester, puis au fur et à mesure se rassurer, se rendre compte que ces intuitions sont vraies et pouvoir les renforcer. Il y a la question de que ça ne coûte rien de faire des visualisations positives sur ce que vous souhaitez, parce que finalement, au fond du fond, quand un client nous donne un objectif de coaching, c'est toujours l'objectif de ressentir certaines choses, d'avoir les cheveux au vent, par exemple, d'avoir la sensation d'un océan bleu, une sensation de liberté, une sensation de puissance. C'est les sensations, au fond du fond, les objectifs qu'on se donne. Donc, vivez les sensations en avance, celles que vous aimeriez qui existent vraiment dans 1 an ou 2 ans, par exemple. Et peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, peut-être que des synchronicités et votre inconscient va faire le reste pour augmenter encore votre intuition, pour vous guider vers ces objectifs positifs. Il y a la question de la méditation. Alors, ça peut ne pas du tout convenir à tous les hauts potentiels, mais pour moi, la méditation, c'est pas se prendre 20 minutes par jour, tous les jours, par exemple. Ça va dépendre de chacun. C'est avoir cette posture avec ses clients, mais comme de manière générale pendant la journée, euh, d'écoute de soi et du monde dans l'ici et maintenant. Étendre sa conscience dans l'ici et maintenant. Ne jamais laisser une urgence vous happer et vous mettre le nez dans le guidon. Et dès que vous sentez qu'il y a le nez dans le guidon, surtout en cette période de fin d'année, respirez,
faire quelques respirations de cohérence cardiaque et se dire, OK, c'est quoi vraiment l'important? Et ça va vous connecter à l'intuition naturellement. Et Alors Mathieu, j'ai une écouter les question synchronicités, justement. peut-être pour finir. Et Ouais, attends, simplement pardon, pour j'ai une finir, question, j'ai Nathalie, une question, oui, et j'ai une question de oui, la part des auditeurs. Donc, merci pour vos questions et on me transmet les questions. Merci à Audrey qui transmet les questions. J'ai une demande d'exemple de type d'intuition. Est-ce que tu peux, tu as un exemple personnel que tu pourrais partager? un type d'intuition. Alors malheureusement, je vais parler de négatif parce que c'est la première chose qui me vient Ah à non, non, l'esprit. tu peux en avoir des positifs. Par exemple, je vais donner cet exemple, moi. Il y a 2 ans, Mathieu m'a dit, moi j'ai l'intuition, Nathalie, que tu devrais aller sur LinkedIn, tout ça. Et moi j'ai répondu, oh tu sais, moi LinkedIn, je ne connais pas trop. Moi je suis sur le terrain, je croise des gens au coin Je suis dans café. la vraie vie. Et on monte un séminaire et de coaching. Et c'est ça, en fait, pour moi, la réalité. C'est voir les gens. Moi, j'aime voir les gens en vrai. Et là, plaf, arrive le Covid et là, du coup, je me suis retrouvée enfermée, à plus voir les gens, à plus sortir, à plus animer de séminaires, de conférences. Et là, du coup, je me suis souvenue de l'intuition de Mathieu, que je n'avais pas trop écoutée, hein, pour vous dire la vérité à l'époque. Oui, Mathieu, toi, tu aimes LinkedIn, mais moi, c'est pas mon truc. Et là, je me suis souvenue de cette intuition-là. Donc, c'est aussi écouter les intuitions ou les petites voix que vous apportent vos collègues, vos amis, surtout s'ils sont un peu HP et qui ont beaucoup d'intuition et qui vous les nomment. Et là, je me suis dit, bon, je peux peut-être essayer de faire un post ou deux, on va voir. Et puis, j'ai commencé à dessiner parce que moi, mes intuitions, en fait, c'est plutôt visuel. J'ai des images. Je vois quelqu'un en stress. Je me souviens, un des premiers posts, c'était une cocotte minute parce que je venais de voir un client un peu énervé. Et cocotte minute sans soupape de sécurité. Et du coup, j'ai fait ça comme moi, l'intuition, c'est que cette personne, elle allait exploser ou imploser, mais en tout cas, je le matérialise sous forme de dessin. Donc moi, j'ai toujours des petits cahiers avec des crayons de couleur. J'ai besoin de couleurs aussi pour pouvoir dessiner. Et dès que je vois quelque chose ou je sens quelque chose, je le dessine. Je ne me pose pas de questions. Je ne laisse pas la voix mentale qui me met est-ce que c'est juste, est-ce que je dessine. J'écris les mots, je fais les petits premiers dessins qui viennent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poster sur LinkedIn grâce aux intuitions de Mathieu. Donc, tu vois, tu as des intuitions positives, Mathieu. Mais tu peux donner un autre exemple si tu veux, puisque c'était une question qu'on nous pose. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples d'intuition? Alors des intuitions que j'ai souvent, c'est je suis avec un client en coaching et il y a un thème, il y a une image qui me vient qui n'a souvent rien à voir avec ce qui se passe en fait avec le sujet. Et, euh, et là, j'écoute et je mets ce sujet sur la table, j'en parle et souvent ça fait sens. Hmm. Et oui, c'est vrai, je trouve que c'est ça aussi, quand on est dans l'accompagnement, comment on utilise une idée qui passe, mais genre quelque chose qui passe, quoi. Moi, je me Complètement. souviens d'un exemple, j'étais avec une cliente, et puis elle me raconte une histoire, et puis je trouve que ça tourne un peu en rond. Et dans ma tête, j'ai la chanson de Souchon, j'ai 10 ans. Mais vraiment, ce truc arrive, et je me suis dit, je demande à la cliente si elle est OK. J'ai une chanson en tête, est-ce que je peux vous la partager? Donc, je prends mon téléphone et je lance la chanson sur l'enceinte. Et là, elle a une grosse émotion qui arrive parce qu'effectivement, il y a des choses qui se sont jouées pour elle à 10 ans et des blocages et tout ça. Et donc, ça a permis de prendre un autre niveau dans le coaching où là, on n'était pas au cœur du sujet, mais que cette intuition sous forme musicale, vous voyez, ça peut être musical, une intuition, a été très, très utile. Et donc, je trouve que l'art, la musique ou un tableau ou un objet peut être aussi une forme d'intuition. Par exemple, il m'arrive de demander, j'ai un autre exemple d'intuition. La personne me raconte, elle est coach, elle a une difficulté avec un de ses clients et elle a du mal à comprendre pourquoi les séances de coaching ne se passent pas bien. Et je lui demande, est-ce que tu pourrais matérialiser avec des objets le RH, le client et tout ce qui se passe? Et là, du coup, elle prend une tasse de thé hyper chaude qu'on était en train de boire. Elle dit, bon, bah ça, c'est le client. Il est chaud, bouillant. Et c'est ça le problème, on a peur de l'approcher. Et voilà, tout était dit avec l'objet qui matérialisait le client. Donc l'intuition, parfois, c'est, au lieu de passer avec les mots où on ne se comprend pas, c'est de se dire, bah, tiens, choisis un objet pour représenter la situation, le client. Ou dessine-moi le problème. Parfois, Complètement. l'inconscient va dessiner le vrai problème, alors que les mots restent dans l'intellectuel, dans la formalisation, mais on ne va pas au cœur du sujet. Donc, l'intuition du coach, c'est utiliser le ici et maintenant
pour mieux accompagner son client. Et c'est toujours une proposition. Est-ce que vous voudriez me dessiner le problème? Et voir si des fois, ça ne fait pas émerger beaucoup plus rapidement la solution et l'enjeu réel. Souvent, j'ai l'intuition d'utiliser les métaphores, Hum. même quand le client demande quelque chose de très concret pour bien contourner le problème, évidemment. J'ai l'intuition quand même de poser la question de si vous représentiez ça sous forme de métaphore, qu'est-ce qui se passe? Mais ça se fait de manière naturelle dans la relation avec le client. Et la métaphore, ce qui est super intéressant, c'est que c'est le lieu où il n'y a que des intuitions. On contourne les mots, qui sont Oui. autant de mots MAUX que de mots. Hum. On est dans un paysage qui appartient vraiment à l'inconscient bien spécifique du client. Et là, on n'est plus que dans un monde symbolique où on écoute ses intuitions. Je fais un lien en termes d'outils de coaching, intuitivement, hein, entre l'intuition et les métaphores, qui est D'accord. le lieu de l'enfant libre, le lieu vraiment où le client peut utiliser ses intuitions. Et ça a inspiré un certain nombre de coachs HP qui utilisent aussi beaucoup les métaphores. Très bien. Je viens de voir qu'il y avait plein de commentaires sur la page de l'événement. Alors, je suis désolée effectivement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon, c'est enregistré. On le mettra, ça sera en live. Le live sera enregistré et vous pourrez le revoir si vous avez raté le début. Et on le mettra aussi sur nos chaînes YouTube si vous avez envie de voir les détails. Et j'essaie de voir s'il y a des questions. Et donc, du coup, en tout cas, n'hésitez pas, vraiment, allez-y, posez-nous des questions, plutôt sur l'événement que sur la page de l'invitation, mais je regarde les deux, hein, j'essaie de faire au mieux. Et donc, par rapport à ces intuitions, comment nous, en fait, on s'est posé cette question, hein, pour vous proposer une formation sur mesure de 3 jours pour justement mieux écouter vos intuitions et mieux utiliser ces compétences un peu, comment je vais qualifier le mot, je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'aider? C'est quoi les compétences qu'on a envie de faire développer aux, aux hauts potentiels et aux coachs qui accompagnent les hauts potentiels à qui on propose cette formation? Les compétences, c'est les accompagner. Tu vas me dire si tu es aligné, hein, c'est à développer leur propre potentiel Mhm. et voire même leur propre spécialisation HPI. Pour nous, il n'y a pas du tout, et ça c'est une valeur de l'école, il n'y a pas du tout une manière d'accompagner les HPI avec ce côté descendant de la personne qui dirait voilà, c'est comme ça qu'on fait. Au On prend contraire, notre tel intuition, outil. Non, on voilà, écoute ce qui se passe là dans le ici et maintenant. voilà. Et chacun trouve ses clients HPI et trouve leur manière d'accompagner ses clients HPI. Et pour ça, je parlerai de libération de ses potentiels. Mm. S'autoriser à libérer ses potentiels, s'autoriser à réussir comme personne d'autre ne réussit parce que c'est spécifique non seulement au potentiel mais à soi-même. Et voilà, et s'éclater dans son activité et continuer à monter en puissance. D'accord. Bon, eh ben, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vous propose à vous, si vous avez envie qu'on aille plus loin sur une question, de nous la poser sur l'événement. Et sinon, on peut peut-être partager le programme. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Donc, je vais partager le programme. Donc, je pense que on le voit à l'écran. Est-ce que toi, tu le vois bien? Très bien. Donc, on a 3 jours et avec plusieurs étapes. Et peut-être qu'on va vous montrer le détail, ce sera plus clair. Mais peut-être un point clé que j'ai envie de montrer, au-delà du coquelicot, c'est qu'à la fin, à la fin de chaque jour, ce qui me paraît important, c'est qu'on ait des récoltes, au sens, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez appris de cette journée et comment ça vous aide à pousser, comment ça vous aide à grandir. Et vraiment, ça me semble important qu'on soit dans cet état d'esprit. Nous, on accompagne des HP à fleurir plus, à grandir, à évoluer. Et justement, Mathieu, là, on me signale une question. Comment le coaching peut libérer le HPI? Est-ce que tu as envie de répondre à ça? Je vais arrêter le partage et on reviendra sur le programme après. Alors, comment le coaching peut libérer le HPI? Alors, la première chose qui me vient, mais il y aurait plein d'angles d'approche, c'est qu'on répète depuis tout son passé, depuis son enfance, des petits jeux qui correspondent à des choses dont on ne se souvient pas. Et quand on ne se souvient pas d'un souvenir traumatique ou d'un jeu relationnel qu'on a vécu, qui est très lié au faux self, on le joue et on le rejoue. Et ça donne des échecs répétés au niveau professionnel, ce que les personnes appellent des échecs répétés.
nuances, des difficultés répétées, même en tant que coach, même si les missions se passent très bien. Et le coaching, ça va être le lieu. Ça va se rejouer évidemment dans la relation entre le coach et l'accompagné, sauf qu'on va pouvoir le mettre à jour. On va pouvoir disséquer ce qui se joue et prendre du recul en méta. Et là, ça peut être passionnant. C'est voir la répétition plutôt que d'être dans l'agir du souvenir, dans l'agir de cette répétition. Ça va permettre de prendre de la distance et de la regarder. Et c'est souvent, et ça relie un élément fondamental de la posture de coach qui est le méta. Faire un méta sur ce qui se joue dans l'ici et maintenant. La séance comme le reflet à petite échelle de ce qui se joue à grande échelle pour pouvoir transformer dans l'ici et maintenant les choses sans ce qui est tout l'inverse de tirer des plans sur la comète et de se dire comment je vais pouvoir réussir plus tard. C'est vraiment vivre les choses dans l'ici et maintenant et les transformer et voir comment dans l'ici et maintenant vous écoutez votre intuition, comment vous osez vous dire les choses dans la relation de coaching et pouvoir du coup le revivre à l'extérieur. Je ne sais pas si Nathalie, ça te parle, cette Alors manière. moi, à cette question, je répondrai un peu différemment, mais c'est bien qu'on ait deux angles et on ait aussi notre regard chacun. Comment le coaching libère le HPI? Parfois, le HPI, c'est le coquelicot qui n'ose pas fleurir parce qu'il se dit, est-ce que j'ai le droit? Donc, c'est aussi se donner des permissions, des autorisations, se donner des sécurités pour oser. Qu'est-ce qui va me permettre en sécurité d'oser aller plus loin, d'oser explorer, créer mon entreprise, par exemple, ou quitter ma société et devenir coach professionnel ou devenir autre chose d'ailleurs, peu importe. Donc c'est se donner ces permissions, ces autorisations d'explorer son potentiel et de s'amuser avec aussi. Parce que pour moi, quand on est au bon endroit et quand on utilise ses intuitions, sa créativité, on s'épanouit, on se nourrit, c'est même énergisant plutôt qu'un travail où on sent qu'on perd l'énergie, c'est qu'on n'est pas au bon endroit souvent. Donc, le coaching, c'est pour aider peut-être à retrouver la route lumineuse où on est pleinement soi-même, où on s'épanouit parce qu'on utilise ce potentiel intérieur. Et c'est quand on ne l'utilise pas finalement qu'on ne se sent pas bien en tant que HP, qu'on ne se sent pas aligné, je dirais. Donc, du coup, le coaching, ça va permettre de retrouver la joie dans l'utilisation de ses potentiels, dans l'autorisation d'aller de l'avant, dans l'autorisation d'essayer et même ce droit à laisser erreur, pour moi, fait partie évidemment du chemin du coaching. Et l'avantage, et en tout cas moi c'est le chemin que j'ai fait en étant aussi accompagnée par Mathieu, c'est que comme je ne me reconnaissais pas comme créative, bon, c'était la base, je fais des trois trucs, voilà. Une fois que j'ai passé ce cap de m'autoriser moi à publier des dessins, à publier, à créer une école, maintenant que je m'autorise à le faire, c'est beaucoup plus facile pour moi de voir où sont bloqués mes clients HP dans leurs besoins d'autorisation, de soutien parfois, de dire vas-y, tu as tout à gagner à essayer. Et au pire, il se passera quoi? Ah, bon alors, go. Donc c'est aussi ce soutien dans le challenge que ça peut représenter, de se mettre en lumière. Parce que moi, pour moi, derrière fleurir comme un grand coquelicot, il y a oser explorer sa lumière et oser explorer sa puissance et ses intuitions. Et du coup, Mathieu, je vois une autre question qu'on nous pose. Comment partager et communiquer clairement ses intuitions aux personnes moins réceptives aux métaphores? Alors, je dirais accepter de mentir un peu. Oh, Je vais m'expliquer. explique-toi. C'est la punchline line, là. Ah, t'es bon en punchline, t'es bon. C'est se dire que l'important, c'est pas nécessairement par rapport à soi d'avoir l'impression d'être dans la parfaite vérité. Et ça donne souvent des explications trop complexes. C'est évidemment des sujets, merci beaucoup pour cette question, c'est des sujets qui reviennent très souvent en coaching. C'est se dire que l'important, c'est que l'autre comprenne le vrai message. Et donc, vous avez cette intuition qui vous vient, cette image complète qui serait beaucoup trop complexe à décrire. Vous allez la découper en petits bouts, comme pour revenir, faire un roll forward, revenir en arrière à partir de cette image complète et créer comme vous le pouvez quelque chose de séquentiel qui va pouvoir être compris. Et même si vous devez tordre un peu cette intuition et jouer un petit peu, pas mentir, mais jouer un petit peu avec, comment dire, ne pas être dans ce perfectionnisme de vouloir absolument dire toute la vérité, rien que la vérité, l'ensemble de la vérité. L'important, c'est que la personne qui n'a pas le temps, qui est en face de vous, qui a besoin d'être en confiance, qui a besoin que vous la rassuriez, souvent le N+1 par exemple, que ce N+1 comprenne ce que vous voulez lui dire. Et souvent, il suffit de dire, voilà, je ne peux pas l'expliquer, mais faites-moi confiance parce qu'on va y arriver.
c'est aussi beaucoup ça qui permet de contourner cette difficulté à exprimer ses intuitions. Et c'est assez drôle parce que je ne sais pas si toi, tu en as rencontré, mais je trouve que la plupart de mes clients sont beaucoup plus sensibles aux métaphores qu'aux phrases en disant, bon, vous pouvez déployer Oui, vos compétences et tout ça, et si vous osiez créer votre entreprise, par où vous allez démarrer. Donc, ouais, des choses très, j'ai envie de dire, conscientiser les étapes pour créer une entreprise, si je prends cet exemple-là. Et la métaphore, ça pourrait être, et si vous déployiez vos ailes et que vous envoliez, il se passerait quoi? Et la personne part dans l'imaginaire. Et la ouais, plupart de mes clients, en tout cas, part facilement dans ça. Donc parfois, je le fais en faisant dessiner. Donc vous voyez, ce n'est pas une même utilisation. Parfois, j'utilise des images. J'utilise beaucoup le jeu Dixit, qui est très métaphorique et symbolique. Et c'est la personne qui choisit. Tiens, là, aujourd'hui, je suis là. Elle choisit des couleurs, des ambiances. Et demain, j'aimerais être là. Et ensuite, elle crée le pont entre sa situation actuelle et la situation rêvée. Et elle dit symboliquement ce qui est important pour elle dans la situation rêvée. Donc j'ai envie de dire, moi, euh, j'utilise différentes formes d'images, de dessins ou de métaphores, mais c'est en gros, la métaphore, c'est parler à l'inconscient de l'autre, et je trouve que c'est vraiment important parce que si on a un blocage, si vous avancez pas sur votre route, c'est bien que consciemment, vous avez tout essayé et c'est bien qu'il y a quelque chose au niveau bien sûr. inconscient qui empêche cette avancée. Donc, on a plein de nouvelles questions et merci à vous tous. J'ai vu qu'il y avait plein de commentaires sur le site. Donc là, j'ai une autre question, Mathieu. Comment gérer un coaching HPI qui part en sucette entre les deux parties? Alors, peut-être qu'il faudrait faire repréciser cette question, effectivement. Entre les deux parties, c'est le coach et son client HP ou ça part en sucette? On est ou pas au clair sur cette question, effectivement. En tout cas, en attendant que la personne nous précise ce qu'elle appelle partir en sucette, mais c'est vrai que j'ai peut-être, si, j'ai peut-être une hypothèse, Mathieu, c'est vrai qu'un HP, quand on accompagne, on est coach et qu'on accompagne un HP, ça peut partir un peu dans tous les sens, un peu comme ma végétation là sur le côté. Tu sais pas par quel bout prendre le truc. Et toi, quand ça t'arrive avec un HP un peu dispersé, qu'est-ce que tu fais? Alors la première chose qui me vient, c'est que ça m'arrive jamais. En tout cas, en supervision, ce que je vois souvent, c'est quand une personne dit j'ai un coaching qui part en sucette, c'est que souvent elle se sent responsable de choses dont elle n'est pas responsable. Et en tant que coach, notre métier, c'est simplement de faire notre métier de coach. C'est un objectif de moyen, faire ce qui dépend que de nous, alerter si on doit alerter par exemple. Rien de plus. Et c'est souvent des clients qui sont un peu en posture de sauveur, qui veulent bien faire. C'est le premier piège du coach, c'est de vouloir bien faire, parce que dès qu'on veut bien faire, ça crée un jeu relationnel d'attente, en fait. Et c'est souvent ça qui peut donner l'impression que ça part en sucette. Donc déjà, la première question là qui me viendrait comme ça, même si j'ai le contexte de la question, c'est est-ce que vraiment ça part en sucette? Est-ce que ça dépend que de vous? Et en vous remettant sur votre posture de coach, si besoin, comment agir en étant coach par rapport à cette situation? Interrompre le coaching si ça relève peut-être de la thérapie, refaire un quadripartite ou un tripartite. Je ne sais pas, Nathalie, ce qui te vient par rapport à ça. Bah, j'ai envie de dire que un client, qu'il soit HP ou pas d'ailleurs, il arrive souvent avec tous ses nœuds dans la tête, ses problèmes, sinon il n'ira pas voir un coach s'il allait bien et qu'il avançait facilement. Et donc, du coup, fatalement, il peut noyer le coach sous des informations, mais parce qu'il veut bien faire, il veut dire tout ce qui se passe. Et moi, j'accueille de ne pas écouter tout. C'est-à-dire, j'écoute stratégiquement les mots-clés ou dans son visage. Il se passe quelque chose souvent quand on commence à toucher le vrai sujet. Donc, j'accueille ça. Et parfois, je pose juste une question simple. Et concrètement, sur quoi vous avez envie d'avancer? Parce qu'il a explosé tout le problème, mais ça ne m'aide pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir où il a envie d'aller. Donc, parfois, c'est juste un petit recadrage dans une question stratégique et si c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et si c'était un objet, ce serait quoi le problème? Et du coup, ça permet de délocaliser et de focaliser sur l'essentiel et l'important. Là, je vois un petit commentaire par rapport au HP de François Xavier que j'aime beaucoup. Il dit la joie est souvent une bonne boussole, point d'interrogation. Et je dirais oui, 3 points Ben oui, d'exclamation. Absolument. Quand on est HP et qu'on s'amuse, qu'on a plein d'énergie dans ce qu'on fait, c'est que vous utilisez votre potentiel et vous êtes sur la bonne direction. Et peut-être qu'on peut piloter à ça. Est-ce que ce que vous faites vous met en joie, vous met en énergie? Et voilà. Et d'ailleurs, je détaille ça dans mon livre. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Le Coaching.
sur ces notions de boussole pour les coachs. Comment on sait que ça va bien? Mais si à la fin d'un coaching, vous êtes épuisé, c'est que justement là, vous êtes peut-être fait embarquer dans un Ouais, coaching dans où quelque vous chose. essayez de sauver le client. Mais si vous êtes en bonne énergie à la fin du coaching, vous vous sentez bien, ben c'est que vous êtes au bon endroit. Et si ce n'est pas le cas, si vous sentez que la température a un peu monté, vous êtes crispé, vous êtes énervé pendant la séance, il y a à voir ça en supervision. Ou si au contraire, vous êtes tout froid, un peu tout crispé et pas à l'aise, c'est aussi un sujet à traiter en supervision pour prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment ça se fait que vous êtes fait engluer dans tout un système, qu'il soit forestier ou un système d'idées de votre client? Et c'est vrai que les HP peuvent avoir tendance à noyer le client sous plein d'informations. Une option Alors, peut-être, même si ça va dépendre de la situation, c'est il y a la magie du méta en coaching. C'est peut-être de dire en méta au client, voilà, ça me donne l'impression, ce qui se joue dans l'ici et maintenant, ça me donne l'impression que ça part en sucette. Je me sens illégitime en tant que coach, j'ai l'impression que je fais mal. Cette notion que là, dans l'ici et maintenant, j'ai l'impression de mal faire et j'ai presque envie de vous plaire et de faire en sorte que vous aimiez ce coaching, le fait que je ressente ça, est-ce que ça parle de quelque chose que vous avez pu ressentir vous par le passé ou vous faites ressentir aux autres? C'est toujours cette possibilité qu'on a en coaching de mettre les pieds dans le plat et de dire en méta ce que l'on ressent et de réinjecter ce que l'on ressent en étant en conscience que ça peut ne parler que de soi. Il y a des, comment dire, il y a des prudences de langage à utiliser quand on fait un méta aussi puissant que ça, mais de réinjecter ça dans la relation de coaching pour prendre encore plus de hauteur. Donc il y a cette possibilité de nommer les choses si ça semble pertinent aussi. Par exemple, quand on s'ennuie avec un client, c'est de pouvoir dire, c'est marrant, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez ennuyer les autres? Parce que souvent, ce que l'on ressent, c'est ce qui se joue. Et ça, c'est magnifique. Quand on ose faire ça, ça amène une autre puissance. Quand on ouais. ose finalement se dire, il n'y a pas de coaching qui sont ratés. Ça n'existe pas un coaching raté. Tout est matière. Tant qu'on est dans cette exigence de continuer à être de meilleur en meilleur dans son coaching, à respecter le cadre du coaching, le cadre est là pour nous protéger. Tant qu'on respecte le cadre ICF ou MCC du coaching, c'est OK. Et puis, Mathieu, on a un tout est, super message de tout est Christophe. J'en juste. profite pour remercier Christophe. Tellement aligné avec ce que vous dites. Merci à vous pour ce travail colossal, notamment les articles de Mathieu et le super bouquin de Nathalie, Merci beaucoup. et que vous produisiez tous les deux pour le partager de la sorte avec nous. Du coup, je vous propose qu'on repartage, puisqu'on a commencé à partager le programme et puis on s'est perdu dans la forêt, mais on aime bien ça quand même, passer d'un sujet à l'autre. Du coup, on vous repartage le programme, on va le détailler un peu et après on répondra à nouveau à quelques questions. Donc, sur ces 3 jours, voici le programme global. Et je vous propose qu'on regarde en détail le premier jour. Est-ce que tu veux parler de certains des éléments du premier jour, Mathieu? Je te laisse la main. Oh, je te laisse continuer pour le programme. Ben, on a beaucoup parlé donc on fera une inclusion. On vous laisse la surprise de l'inclusion inclusive parce que Oui. tout démarre dans l'alliance avec le client et dans l'alliance avec le groupe que nous allons accueillir, évidemment. Mais on trouve aussi que c'est intéressant de se faire un dessin symbolique pour voir sur quoi vous avez envie d'avancer en tant qu'HP. C'est quoi votre intuition? Vous laissez démarrer pour un avenir inspirant. Et puis là, c'est plutôt Mathieu qui va intervenir pour présenter les enjeux des coachs HPI avec une présentation plus structurée. Est-ce que tu veux parler du GPS émotionnel ou de quelques éléments? Peut-être quelques les éléments, c'est des hypothèses que je vais poser à ce moment-là parce que je suis bien conscient que le haut potentiel est nuancé et multiple, que chacun reste singulier, mais on a quand même, avec Nathalie, on en parle beaucoup, des enjeux qui reviennent très souvent chez nos clients et ça fait partie de la spécialisation aussi, de pouvoir proposer une grille de lecture, même si c'est une grille de lecture biodégradable, mais qui permet de se repérer pendant un temps. D'accord. Alors, du coup, je propose qu'on... Donc, il y a pour moi ce qui est vraiment important, et on insiste là-dessus, sur les récoltes de la journée, les prises de conscience au regard de ce que vous étiez venu chercher pour déployer libérer votre potentiel de HP. Et puis, quel éclairage de la journée ont plus fait écho pour vous et sur quoi vous pouvez vous appuyer pour continuer à vous épanouir, à fleurir encore plus. Sur le deuxième jour, la pratique en métavision nous paraît très importante. Donc, on va travailler en groupe de pairs, on va regarder les échos, les résonances dans sa propre pratique, les points de bascule aussi, les stratégies d'accompagnement. Et puis, l'idée, c'est de vous faire grandir
et de vous accompagner à faire grandir vos clients, puisque finalement, le coaching, c'est ça aussi, hein. En métaphore de métaphore, comment vous aider vos clients à s'épanouir, à grandir, être un peu jardinier pour que poussent les talents des personnes que vous accompagnez. Du coup, comment vous allez enrichir votre pratique avec tout ça, en mettant en pratique, et nous, on vous fera des analyses méta. Alors, j'ai une question méta, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément le méta. On a plein de gens qui nous écoutent ce soir. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est le méta pour toi, Mathieu? Alors, le méta, c'est faire un pas de côté quand on est en relation de coaching avec le client, donc vous accompagnez un client en coaching, et souvent à la fin de la séance, vous allez faire un pas de côté pour dire, voilà, qu'est-ce qui s'est joué dans la manière de travailler ensemble? Qu'est-ce que ça peut rejouer? Qu'est-ce que ça signifie? C'est cette notion de, Nathalie, tu le diras peut-être différemment, mais de faire un pas de côté pour regarder un petit peu du dessus ce qui se joue dans une relation. C'est par exemple, vous discutez avec quelqu'un, il y a quelque chose, vous vous sentez mal, vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous allez faire un méta pour le dire. Et moi, je le dirais avec une autre métaphore, mais comme ça, vous prendrez celle qui vous plaît le mieux. C'est comme monter en montgolfière. On est en train de discuter sur le chemin, puis on n'est pas d'accord. Mathieu veut tourner à gauche, moi, je veux aller à droite. On est là sur le chemin, on ne se comprend pas. Voilà. Et faire un méta, ce serait dire à Mathieu, bon, écoute, là, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on est au même endroit et qu'on n'avance pas, on est devant une bifurcation. Je te propose qu'on monte en montgolfière. On prend de la hauteur, on regarde ce qui se passe. Et on est tous les deux dans la montgolfière, puis on regarde du dessus les deux chemins possibles et pourquoi, du coup, on ne bouge pas depuis 5-10 minutes ou on tourne en rond sur un rond-point. Et c'est se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour toi? Comment tu le vis quand je te dis, ah ben non, je ne veux pas aller à droite, je ne veux pas te suivre, Mathieu? Et pourquoi, du coup, toi, bah, j'ai l'impression que tu ne veux pas me suivre sur la gauche, et pourquoi, du coup, on stagne? Donc, c'est communiquer sur la manière dont on travaille, ou on partage, ou on échange, de manière à résoudre une petite difficulté, ou une stagnation, ou une incompréhension, en étant plus sur le détail. Non, je te dis que c'est à droite, non, il faut aller à gauche, mais en étant sur la forme, sur le ressenti, sur l'émotion, sur l'envie. Au fait, c'est quoi l'objectif? Parce que bon, aller à droite ou à C'est gauche, quoi l'intention? C'est quoi l'important? c'est quoi l'important? Donc, dans le méta, on va se dire ça. Et en coaching, par exemple, moi, j'utilise un lieu méta parfois. Donc, où je dis à la personne que j'accompagne, vous pouvez déterminer dans la pièce de coaching un endroit où, si vous avez besoin d'une pause, où vous sentez que vous êtes un peu perturbé, ou vous avez envie de prendre de la hauteur, ce sera cet endroit-là. Alors, souvent, ils choisissent le couloir. Moi, j'ai une pièce principale et puis j'ai un petit couloir qui mène vers la porte de sortie. Et donc, c'est comme prendre de la distance par rapport au canapé ou au lieu où on peut être dans la séance de travail. Et du coup, se déplacer physiquement permet mentalement aussi d'être dans un autre état d'esprit. Donc, c'est assez intéressant de parfois faire un méta à un autre endroit. Donc, c'est communiquer. La méta-communication, c'est communiquer sur la façon dont on Oui. communique. Voilà, donc c'est monter en montgolfière ensemble. On vous présente le programme du 3e jour et après, je vois qu'il y a des nouvelles questions, donc on va y répondre. Ce qui nous semble important aussi, c'est les clés d'ouverture à votre créativité, à vos intuitions. Donc, toutes les méthodes que nous, on utilise, mais aussi qu'on a répertoriées sur comment le coaching peut libérer l'intuition et favoriser l'inspiration. Et on fera aussi un partage collectif parce que nous, notre intuition, c'est que toutes les personnes qui vont s'inscrire à cette formation auront envie et auront des idées par rapport à leur pratique. Donc, on va enrichir le collectif aussi par des temps d'enrichissement collectif. Et puis, un co-coaching, puisque vous avez déterminé vos objectifs au départ, en travaillant en binôme, comment vous allez atteindre vos objectifs pour déployer et libérer votre potentiel de HP. Et ensuite, on fera une visualisation hypnotique. Donc, je ne l'avais pas précisé en introduction, mais effectivement, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne et cette visualisation dont parlait Mathieu tout à l'heure, je l'utilise beaucoup comme une manière de se projeter dans l'avenir pour trouver les parts entre deux à parcourir et se renforcer dans l'image solaire ou l'image positive que vous pourriez avoir de votre avenir plus rayonnant. Et donc voilà, après remise de certification et tout ça. Donc peut-être juste quelques détails pratiques. C'est des formations en tout petit groupe parce qu'on veut faire du sur-mesure avec Mathieu. C'est 3 jours, du 16 au 18 mars 2022, ça vous laisse du temps. Et c'est Mathieu le responsable pédagogique. Donc du coup, si vous avez envie de vous inscrire, vous avez l'adresse de Mathieu, le téléphone de Mathieu. Ça aura lieu à Paris.
Et voilà pour les informations pratiques. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Mathieu. Peut-être ajouter l'état d'esprit de ces formations, si c'est la possibilité d'être soi-même dans cette formation, sans jugement, de pouvoir déployer votre potentiel, de pouvoir expérimenter, créer. Tant que vous êtes dans la bienveillance avec les autres, tout est OK, y compris vos bizarreries dont vous pouvez avoir parfois un peu honte. Donc, il y a vraiment, on insiste beaucoup avec Nathalie sur la possibilité d'être soi-même et de pouvoir créer, et du coup, de découvrir plein de choses dans la joie. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc, la possibilité d'être soi-même. Moi, je dirais même, je vais aller vous questionner. C'est quoi votre petite bizarrerie et comment on peut la Ouais. regarder? Porter un autre regard sur votre bizarrerie et l'accueillir avec bienveillance et se dire, Mhm, en quoi elle est utile dans ma vie, en quoi elle est mon unicité et comment je peux chérir cette unicité dans qui je suis. Mathieu, je te propose une nouvelle question, Oui. personne qui nous écoute. Comment renforcer sa légitimité et arriver à exprimer ses talents dans ses coachings? Et il y a une sous-question. Comment avez-vous fait pour y arriver et faire étinceler votre activité de coach? Alors, je te laisse étinceler, Mathieu. Alors, encore une fois, je suis comme vous, j'ai plein de voies, de possibilités de réponses qui me viennent à l'esprit. Donc là, je métacommunique sur le fait que je suis bien obligé d'en choisir une. Donc, j'en choisis une. C'est parfois, je me sens illégitime en coaching, même actuellement, et je me dis que je m'en moque. C'est accepter de ressentir parfois cette émotion d'illégitimité et se dire que c'est OK, respirer. Et il y a de la sécurité derrière ce sentiment d'illégitimité parce que c'est l'inconscient qui vous crée cette illégitimité pour vous dire de garder le contrôle, par exemple. Il y a toujours du positif derrière chaque chose. Et quand ça m'arrive, j'accepte et je me dis, OK, je suis simplement conscient que c'est là et je continue à faire mon travail. Donc il y a peut-être un travail d'acceptation. Et après, bien sûr, ce qui va renforcer la légitimité, c'est de partager avec d'autres coachs, de socialiser les difficultés que l'on peut avoir, mais les belles réussites qu'on peut avoir aussi, et tout ce dont on a parlé avec Nathalie, créer de nouveaux outils, trouver ses clients, se développer en permanence. Mais il y a la notion là qui me vient à l'esprit, dont on parle moins souvent, d'accepter les émotions. C'est OK d'avoir des émotions, même en séance de coaching, qui peuvent être dérangeantes, et, et vous pouvez continuer avec ça. Mhm. Et moi, je dirais que pour étinceler dans son activité de coach, c'est d'être aussi en cheminement permanent, en Oui, questionnement permanent, où j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'avancer. Et avec Mathieu, on se fait des co-coaching régulièrement, mais aussi en supervision, savoir poser où j'en suis. Et moi, je suis en accompagnement aussi thérapeutique que je trouve essentiel et je me forme ouais, en permanence. Donc, pour avancer, enfin, pour accompagner des gens à avancer, on ne peut pas le faire si on est soi-même statique. ouais, Donc, pour moi, la vraie façon d'avancer quand on est coach, c'est de continuer en permanence à se questionner sur sa pratique, sur ce sur quoi je pourrais explorer, de manière à être crédible, j'ai envie de dire, même cohérent, congruent. Moi, quand un client me demande, bah là, par exemple, je suis en formation de Gestalt thérapie, et c'est ce qui me permet d'avancer sur les psychopathologies et d'autres formes d'accompagnement et aussi l'accompagnement par le corps, puisque la Gestalt thérapie, c'est le IC maintenant et le mouvement du corps. Donc, donc, je considère que je suis toujours en train d'avancer. Et du coup, ben, quand je dis à mes clients, bon, comment on avance ensemble, c'est cohérent. Enfin, en tout cas, on regarde ça. ouais. Et puis, la légitimité, ça s'acquiert par l'expérience. Donc, pratiquer, coacher, pratiquer, être supervisé, se former. Et voilà, c'est une boucle d'amélioration continue, je vais le dire comme ça. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est pour réutiliser ce que disait Nathalie tout à l'heure avec la métaphore, c'est cette illégitimité. Quand on dit le mot enferme, parce que c'est comme si chacun d'entre vous ressentait la même chose, illégitimité. Quelque part, on est dans quelque chose de pas tout à fait vrai. Maintenant, si on monte en expansion de conscience dans un paysage métaphorique, cette illégitimité, elle a quelle forme? Là, il y a forcément une image qui vient. Et là, c'est votre illégitimité à vous. Donc déjà, on est proche de votre inconscient et de ce qu'elle est vraiment, cette illégitimité. Et vous pouvez la contempler, tourner autour, l'accepter et voir comment cette forme a envie de prendre d'autres formes naturellement. Et là, il y a déjà des possibles qui s'ouvrent. Et c'est ce qu'on fera beaucoup pendant cette formation aussi, c'est aller au-delà des mots qui peuvent être autant de mots pour aller contacter cet univers métaphorique où tous les possibles sont ouverts. Il y a une métaphore qui me vient, Nathalie, tu me diras si ça te semble aligné avec cette formation. C'est comme si on était des petits morceaux, tous rassemblés,
Et quand il y a quelque chose qui coince, ça n'arrive pas à se remettre en place parce que tous les morceaux sont tout serrés. L'expansion de conscience que va apporter le coaching, c'est mettre comme un éther qui permet d'éloigner tous ces morceaux, mais tout en restant entiers. Et tous les morceaux peuvent pivoter. On peut se balader dans un espace à 3 dimensions et voir les problématiques selon un angle, selon un autre. Et puis, ça laisse toutes les libertés pour se transformer finalement, pour faire pivoter un problème sous un angle qui le simplifie. Et après, quand vous remettez les morceaux, du coup, c'est aligné, c'est cohérent, c'est tranquille. Du coup, ça m'inspire, ta métaphore, et j'ai envie de partager du coup les morceaux de l'équipe, je vais le dire comme ça, puisque IR, l'école Un autre regard, c'est aussi une équipe, et j'en profite pour remercier Olivier qui répond à certaines questions du chat et à tous ceux qui commentent. Et, euh, et du coup, je vais partager mon écran pour vous montrer l'équipe. Euh, voilà, j'espère que vous voyez. Donc, c'est ça aussi, les morceaux qui se recomposent avec Oui, Mathieu, avec Chloé, avec Violaine, avec Taria, Patrick, Estelle, Olivier. Nous, on a décidé de faire une gouvernance et une intelligence collective partagée où l'école de coaching, elle est composée aussi de l'intelligence et des intuitions et des façons d'être et de faire de chacun. Et du coup, c'est aussi ça qu'on vous propose, c'est des modules différents et des formations qui vont un peu dans différents sens pour libérer votre potentiel. Donc là, on va évidemment, avec Mathieu, travailler plus sur celle qui est ici en haut, coach HPI, libérer votre potentiel. Mais on a aussi prévu, si vous êtes pas coach, mais que vous avez envie de libérer vos potentiels, là, c'est juste une journée. C'est comment quel que soit votre métier, vous pouvez explorer, déployer vos ailes pour aller plus loin. Et puis, si vous avez envie de devenir coach, on a une formation, mais aussi si vous avez envie de travailler sur vos émotions, et chacun apporte des éléments. Et si je veux refaire le parallèle avec tout à l'heure, pour moi, ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui, à être dans la création de cette école, c'est cette idée que je me suis enrichie avec de l'hypnose, avec de la gestalt, avec plein de petites pratiques, avec l'approche sur les émotions, à enrichir mes pratiques. Et donc, du coup, c'est ça qui consolide ma légitimité. Au départ, j'ai un doctorat en pédagogie, mais ça ne me permet pas d'accompagner, ça me permet d'être pédagogue. Mais voilà, après, j'ai fait un master en coaching, et après, j'ai fait d'autres formations de coaching, et petit à petit, je me suis construit. Et c'est peut-être ça, la symbolique des formations qu'on propose et de l'équipe, c'est, vous voyez, on se construit et l'école se construit grâce à nos compétences diverses. Est-ce que toi, tu as envie de dire un petit mot là-dessus? ce que je voudrais ajouter pour les autres formations qui sont proposées, c'est qu'en tant qu'au potentiel, connaissant l'équipe, vous vous sentirez bien quelle que soit la formation. Alors c'est vrai que ce dont on parle ensemble, c'est plus directement concernant le haut potentiel, mais que ce soit oser créer votre business de coach, comment prospérer financièrement et humainement, devenir coach, même si ce n'est pas directement spécialisé, on parle beaucoup du haut potentiel au sein de l'équipe et ce sera vraiment à l'écoute. Il y a une rapidité, il y a une écoute, l'installation d'un climat de bienveillance qui fait qu'il y aura de très fortes chances de se sentir bien dans la formation en tant qu'au potentiel, même si ce n'est pas une formation directement spécialisée. Et là, j'ai une question. Comment abordez-vous pour soulager un blocage provoqué par l'émotion? Donc là, j'ai envie de dire, on fait une petite, on vous propose d'appeler Mathieu justement pour vous inscrire, parce que si vous avez des blocages avant de venir à la formation, ça peut être bien de voir si c'est un blocage qu'on gère en thérapie, ou si vous avez juste besoin de la formation et que les objectifs de la formation vont répondre à vos éléments. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à contacter Mathieu par email ou par téléphone pour voir avec lui si la formation est adaptée à votre cas. On ne peut pas répondre au cas par cas comme ça. On a Bien besoin de sûr. parler avec vous sur vos motivations, sur vos besoins, vos attentes, de manière à vérifier que vous êtes vraiment prêt et que la formation va répondre à vos besoins. Et, et voilà. Que dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Audrey nous transmet les questions et j'en profite pour remercier Audrey et toute l'équipe pédagogique de l'école qui nous soutient ce soir.
Est-ce que toi, Mathieu, tu as envie de... Parce que ça fait quand même 1 heure. Hein. Je n'ai pas, Oui, oui, ça j'ai passe pas vu vite. le temps passer, mais on était bien en votre compagnie. On avait des choses à vous dire. Et on refera des lives avec tous les autres membres de l'équipe très prochainement. On vous promet. Il y en a qui ont dit qu'ils aimaient bien les infographies. Donc, je proposerai quelques détails. On proposera les détails des autres formations. Vous pouvez retrouver tout ça aussi sur le site autrement.com où vous avez toutes les plaquettes, les dates, les choses qui sont en cours, qui sont à venir et les responsables de chaque module. Donc, vous pourrez, et on vous invite à contacter le responsable du module pour avoir cet entretien découverte, pour voir si cette formation est faite pour vous. Et j'ai des questions qui arrivent. Quel est l'âge moyen de vos coachés? De quel âge à quel âge ça va? Donc, l'âge moyen et de quel âge à quel âge ça va? Mathieu, je te laisse répondre à ça. Alors, j'approche des 40 ans pour ma part. Et ce qui est marrant, c'est que c'est plus autour des 55 ans en moyenne, je dirais. D'accord. Alors, donc ça, c'est la moyenne. Et ton écart type, est-ce que tu as des coachs très jeunes ou des personnes très jeunes que tu accompagnes et des coachs plus âgés? J'ai eu des personnes de 25 ans, 25-30 ans, D'accord. et je peux avoir jusqu'à 70 ans. Oh, donc des personnes qui ne sont plus forcément en activité professionnelle Ou qui développent à la place de la retraite une autre activité. Intéressant. Alors, moi, je dirais qu'aussi, des gens autour de la trentaine qui parfois se cherchent sur leur premier emploi ou ont pas de satisfaction ou envie de faire autre chose ou de créer leur activité, donc pour les plus jeunes. À la marge extrême, j'ai accompagné plusieurs personnes sur leur départ en retraite, sur les 6 derniers mois. Comment je me prépare à transmettre, comment je me sens bien aussi, et comment je lâche prise progressivement. Donc, des personnes plutôt 60-65 ans. Et puis, en moyenne, pas mal de gens autour de 50 ans aussi, où on a fait une première carrière et on se réinterroge sur le sens de sa vie et ce que j'ai envie de faire sur les prochaines années. Donc, des périodes charnières, je dirais un peu comme ça, où on a envie de changer de travail, où on a envie peut-être de prendre un poste supérieur. J'ai accompagné des gens qui étaient directeurs départemental, qui devenaient directeurs régional, par exemple, ou des personnes qui étaient à un niveau local, régional et qui devenaient directeurs de structure nationale. Donc aussi comment je prends de l'ampleur, comment je réussis plus haut. Donc plutôt 45-50 ans sur la moyenne des gens que j'accompagne. Voilà ma réponse. Là, c'était la dernière question et comme on vient de dépasser l'heure, je propose qu'on arrête là-dessus. Est-ce que tu as un message, un mot-clé? Je te laisse la parole, Mathieu. Alors, je vais reprendre une métaphore dont j'ai parlé dans un des post-linking. C'est le mythe d'Icare, en fait, où Icare s'envole de Dédale, c'est-à-dire c'est un labyrinthe, comment dire, où il est impossible de s'y retrouver. Et il s'envole, il va trop près du soleil. Et ce que dit le mythe, c'est que les ailes fondent au soleil parce qu'elles sont tissées avec un lien qui fond au soleil. Et puis, il s'écrase dans l'océan. Et ça m'évoque à cette peur de ces coquelicots dont on parle, de ces personnes au potentiel, de s'envoler comme s'il y avait une morale, il y a un truc à un moment donné qui fait que on va se brûler. Et la métaphore que je voudrais partager avec vous, c'est que dans le cadre de ces formations, là où on va vous soutenir, c'est de vous envoler du labyrinthe, de ne pas chercher à résoudre le problème, mais d'abandonner quelque part le fait de vouloir résoudre le problème. Il y a souvent cette notion-là, hein, et de s'envoler. Et vous allez pouvoir découvrir que les êtres sont solides, et beaucoup plus solides que vous l'imaginez. Et que contrairement au mythe, ça ne va pas fondre au soleil, mais que vous allez pouvoir continuer à vous envoler, à monter en puissance tranquillement, et qu'il ne se passe rien en fait. Il n'y a rien qui... Il n'y a ni Dieu ni maître pardon, qui vous disent qui vont envoyer un éclair pour vous dire que c'est pas bien de s'envoler. Il y a vraiment cette notion de dépassement de ces obscurantismes intérieurs. Je sais pas si Intéressant. ça... Oui, ça me parle complètement, le midi-car, et qui fait qu'on a peur. Et du coup, moi, j'ai envie, il vous a parlé de la face un peu sombre, et j'ai envie de terminer avec la note de soleil et peut-être vous partager la première page de la plaquette pour le mot de la fin. Donc, je vous repartage mon écran avec cette idée que vous soyez HPI ou juste avec un potentiel. Ben, si vous arrivez à fleurir, c'est comme ce coquelicot que vous voyez là,
vous capterez plus de rayons du soleil, de chaleur, de joie. Je reprends le message d'une personne tout à l'heure. C'est votre boussole interne. Si vous êtes sur le soleil et que vous avez plein d'énergie dans ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de vous épanouir sur la bonne voie. Et donc, du coup, peut-être la formation qu'on vous propose, c'est si vous avez envie d'être plus énergétique, plus rayonnant, plus étincelant, comme ça nous a été proposé, comment vous rapprocher de votre soleil personnel et comment prendre un peu de hauteur pour justement mieux capter cette énergie intérieure, ce potentiel qui demande qu'à être déployé en fait. Voilà la proposition. On vous dit à bientôt et continuez à nous suivre ou à s'abonner sur nos profils pour avoir les dernières informations. Et on reste à votre écoute pour porter un autre regard sur vos potentiels et vos chemins de vie.